Salutations braves gens, et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme de cet épisode, un film de 1981, Knight Riders de George Andrew Romero. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, Knight Rider est l'histoire du chevalier de la route au brushing impeccable et secondé par sa fidèle voiture sentiente et nommée Kit. Litos. Youhou. Arrête tes conneries, hein. Ce n'est pas du tout ça. Ah Et c'est quoi alors? Bah, c'est ce film là, tu sais le fameux... Oh non, putain. T'es sûr, frangin? Oui. Mais non. Bon. Tu t'y colles ou je m'y colle? Ah, vas-y, en fait, j'ai la flemme. Je vais aller plutôt aller crever sous un meuble et revenir après. Ah, le bâtard, il s'est barré. Bon, c'est parti. Alors, Knight Riders est un film contant les aventures d'un roi Arthur et de sa tablée de chevaliers marginaux, qui sillonnent les Américains fuck yeah, tout en vivotant ça et là, en réalisant des exhibitions de joutes de chevalerie à moto. On se rend compte rapidement que ce code de chevalerie n'est pas de la frime, et que Bill Arthur pratique un roleplay façon hardcore mode. C'est qu'on le découvre quand même au début du métrage, à poil, se fouettant le rable dans une rivière avant même de voir sa tronche. Ouais, on voit d'abord son cul blanc comme un cachet d'aspirine, ainsi que la paire de seins de guenièvre aussi. Waouh, on a au moins droit à ça. T'es déjà de retour? Bah, t'as fini ton résumé, non? Et ouais. Et c'est mon émission. Ouais. Ou alors, casse-toi. Ou non, mieux, hein, servons-nous une bière. Tant qu'à être entre potes, autant en profiter, non? C'est logique, et puis Knight Riders est aussi un film sur l'amitié. Ah, pas con. Allez, appelle les autres. Salut, comment ça va bien? Impeccable. J'ai la fax dans la main. Petite bière d'1 litre là. C'était dégueulasse celui-là. Salut. C'est ça, nos potes? Ouais, c'est bien eux, ouais. Ok, bon, ben je suppose qu'on va faire avec, hein. Avec notre sang, notre son. Depuis kidnapper lâche et leur on va avec. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, va falloir régler nos comptes avec ce film. C'est une putain d'arnaque. Imaginez, vous vous baladez gaiement dans les rues de la cité aux briquettes roses, puis vous entrez dans la caverne d'Ali Baba, au CD. Je ne fais pas de pub, mais vu le pognon que j'ai lâché chez eux, ils peuvent bien me filer gratos une carte de fidélité complétée directe. Ou deux. Bref, le week-end se profilant rapidement, la bande de glandus qui me fait office de poteau depuis près d'1 million d'années avant JC, avions prévu une de nos fameuses soirées films. 4 abrutis, 4 films s'enquillaient dans la soirée. Un principe de base simple et agrémenté de quelques litres de binouze, un Everest de chips et de plats rapides à haute teneur calorifique. Je parcourais donc les étalonnages et puis, je ne sais pourquoi, j'ai été attiré comme par magie vers le rayon Blu-ray très petit à l'époque, alors que je n'avais absolument pas de lecteur Blu-ray. J'ai donc farfouillé, comme animé d'une volonté extérieure qui allait au-delà de ma raison de simple mortel. Et puis, coincé entre les bacs, un boîtier au visuel partiellement masqué a happé mon attention. Le machin bloqué, j'ai essayé de l'extraire du rayonnage et après plusieurs secondes qui me semblassent être des heures de lutte acharnée, j'ai retiré ce qui me paraissait être l'épée du rocher. Un Blu-ray dont la pochette représente sous un fond solaire un chevalier en armure complète, l'épée rayonnante brandie tel Excalibur sur son fidèle destrier, une moto surmontée d'un large bouclier. Là où ma raison a défailli, c'est à la vue du nom de l'acteur principal, Ed Harris, connu pour Abyss, ça rime, et surtout, putain, le nom du réalisateur, George A. Romero. Le mythique daron d'une saga qui a marqué à tout jamais l'histoire du cinéma à la fin des années 60, puis dans les années 70, et ainsi de suite. Johnny, help me! Le papa de La Nuit des Morts Vivants et de Zombies pour ne citer que. Faut dire qu'à sa mort, même Télérama a pondu un hommage dans sa ligne édito. Et si Télérama encense un métrage ou un réal, on peut être sûr qu'on a affaire à un produit culturel de qualité supérieure. Je tenais donc entre mes mains de jeunes cinéphiles un peu teubés ce qu'il me semblait être le Saint Graal,
le film parfait pour la soirée à venir. Justement, lorsque celle-ci survint, tout excité que j'étais d'exhiber ma trouvaille, je n'ai eu de cesse de vanter les mérites de cette pépite que je ne connaissais absolument pas. Faut dire qu'à l'époque, pour moi, Romero c'était avant tout du cadavre ambulant à dézinguer par paquet de 12, un épisode marrant de Malcolm et quelques morceaux de métal lui faisant référence. Bref, vint finalement mon tour de lancer la galette, le hasard me raccordant souvent au dernier passage, derrière les frangins, et puis le film s'est lancé. Paire de seins? Check. Cunu flageolé? Check. Et un putain de tournoi de joutes de tarés qui s'éclate des lances en pleine ganache, à moto et virevoltant dans les airs avant de se manger la gueule par terre. Le tout d'une durée de 25 minutes. Check, je suppose. Et puis il s'ensuit de longues séquences où l'on découvre la vie de la bande de joyeux lurons, se prenant pour des gars du Moyen-Âge, vivant sous le code d'honneur des chevaliers, et devant suivre les ordres d'un roi monomaniaque et psychorigide, lui-même prêt à se faire arrêter et péter la gueule par les policiers rednecks du fin fond des USA, plutôt que de leur payer un pot de vin pour les laisser faire leur show pépouze. Il refuse même de signer un autographe à un gamin qui lui présente une photo de lui dans un magazine de moto. Car pour notre bon roi Bill, être un symbole marketing entre 2 pages de réclame pour Sloggy et son modèle crossfiteux de l'extrême, et le énième parfum vanté par une anorexique parangon ultime de beauté féminine, ça lui fout les nerfs en plot, hein. N'empêche, ça veut dire que la troupe et leur exhibition commencent à faire un peu de bruit et notre bon roi est partagé. Il doute. Son code d'honneur, son indo quoi. Il n'est pas tellement compatible avec les velléités pécuniaires du pays phare du capitalisme à l'orée des années 80. C'est-à-dire qu'il mène une bande de hippies crevant la dalle, en décalage complet dans une période où ceux qui ont vécu et participé au mouvement contre-culturel et contestataire des années 60 et 70 ont retourné leur veste à froufrou et leurs cheveux gras contre un costard et l'arrêt sur le côté, afin de devenir des magnats de la finance. Ce qu'on appelle des yuppies. À combien de temps on est là 1h17. Ok. 5 minutes supplémentaires s'écoulent, nous paraissant être une éternité. Pendant ce moment-là, certains membres de la bande du roi commencent à remettre en question son autorité. C'est qu'ils veulent se faire un peu de pognon, les gars. Je le répète, ils crèvent la dalle. Mais le roi se montre inflexible. Et combien de temps il dure le film, rappelle-moi? Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh merde. Sur le boîtier, il est marqué 2h27. Il reste encore plus d'1 heure. Gros silence. Et puis d'un coup, peu de temps après avoir vu un ersatz de frère Tuck bouffer une part de pizza entre les ins, nu bien sûr d'une grosse madame, l'un des miens s'est levé d'un bloc du canapé et comme possédé, s'est jeté sur le meuble TV où se tenait le lecteur Blu-ray dont il martelait le bouton inject comme un démené. Eject! Plastic crap! You doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Oh! Bro, you! Il a expulsé la rondelle en plastoc qu'il a fourré dans son boîtier et qu'il nous a balancé ensuite, avant d'aller chercher un support physique flimesque d'un autre métrage qu'il a enfourné aussi sec dans le lecteur. Il s'agissait d'un énième film de possession démoniaque espagnol, Véronica je crois. On s'en fout, c'est un film de merde. Mais ce qui est sûr, c'est que nous venions d'assister à un rage quit pure souche, où les 3 autres gars dont je faisais partie étions restés muets, voire même cons, ne sachant pas comment réagir face aux copains qui avaient craqué. Et avec le recul, on était peut-être même tous soulagés. Le boîtier, trônant à mes pieds, ma déception immense. J'observais dans la pénombre du salon aux lumières tamisées, ce visuel de la jaquette qui m'avait tant fait rêver, mais qui était étrangement mensonger. Au lieu d'avoir une bobine sur des bourrins qui pètent des bouches à moto, chose que j'avais fantasmé il est vrai, c'était en réalité un film social, un drame, ce que je nomme personnellement sur mon fichier Excel recensant ma collection de DVD, le genre tranche de vie en sushi. Et cette foirade était notre seul et unique échec. Nous qui sommes rodés au visionnage des pires merdes ou bien des œuvres les plus étranges, Knight Rider nous avait vaincus. KO!
Et nous ne pûmes nous empêcher, durant les sessions suivantes de nos soirées, de mentionner sempiternellement ce film-là, Knight Riders. Et avec le temps, c'était devenu presque une blague. Vraiment, une blague. Ou bien était-ce là finalement le souvenir douloureux d'avoir été oxy tous les 4 par ce métrage. Une plaie qu'à moitié cicatrisée. Un fantôme nous hantant et nous rappelant que nous étions passés à côté de quelque chose, tout simplement incomplet dans notre cinéphilie collective. 13 années. C'est le temps qui s'est écoulé entre cette anecdote foireuse et la décision d'un des gars de la bande qu'il était temps d'affronter le dragon une bonne fois pour toutes. Nous nous sommes donc réunis à nouveau, fiers de notre expérience acquise pendant cette plus que décennie cinématographique. Donc pour ce second round, Knight Riders était prévu comme étant le seul film de la soirée. Bon, en fait on a maté 2, très sympa à Vermine, je conseille. Nous avions nos chips, nos pizzas Sodebo comme à l'époque, et une canette chacun de la bière Templier pour se donner du courage. Mais, ça y est, c'est officiel, Knight Riders n'est plus une arlésienne. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Bon, mais du coup, ça donne quoi en fait? Est-ce vraiment un film pourri ou bien est-ce une œuvre plus profonde qu'il n'y paraît et qui justifie cette introduction dont tout le monde se fout? Ça fait beaucoup là, non? Et oh les copains, votre avis d'abord avant le mien, hein? Prost. Un film à voir au moins une fois, il était original. Il y a de la bagarre à dos de moto, j'aime bien la bagarre, mais je préfère à dos de dino. Puis il y a une grande part de sadisme, c'est particulier quand même. Il y a une scène particulièrement traumatisante avec Frère Tuck, une paire de nichons et des parts de pizza. La fin me fait penser à la conclusion du dessin animé Gigi, Princesse Magique, sorti dans les années 82, pour son côté prévention routière. On se demande s'il y a eu une inspiration. En attendant, pour digérer ce film, j'ai toujours pas vu mon Space Cookie. Non mais vraiment, c'est un film à ne pas voir seul si tu veux pas voir le temps s'allonger devant toi. S'il n'y a pas de bière, pas de potes, ce n'est pas la peine de te faire chier devant. Et paf, le camion. Raziel ? C'était long. Relativement long. Autant la première fois, c'était long, et on a vu que la moitié. Mais là, c'était doublement long, parce qu'on a vu forcément l'autre moitié aussi. Apprécier est un bien grand mot, c'est-à-dire que on sait pas trop où il veut en venir, tant il y a des plans qui servent pas à grand chose. C'est intéressant, mais tout n'est pas intéressant. Ouais, les plans inutiles, c'est... il y a des scènes de combat, de joutes et tout ça, c'est sympa, mais à un moment donné, au bout de 2-3, t'as fait le tour. Les motos qui tombent, les gens qui tombent, qui se relèvent et qui repartent. Sauf que là, ça dure 20 minutes, donc ça sert à rien. C'est sympa, oui, parce qu'après, on a une petite bière à la mer, on n'est pas tout seul, on est avec les copains, on rigole parce que c'est chiant. Mais sinon, voilà, tout seul, tu passes vraiment un moment très long et seul. Ça dit ? Pour moi, Knight Rider, c'est avant tout un film qui sent bon les années 80 sur un groupe de forains marginaux à moto, aux grands idéaux qui se prennent pour les chevaliers de la table ronde. C'est vraiment très spécial comme expérience, le sujet étant très singulier. Derrière ce film se cache une étude sociologique plus subtile que ne le laisse envisager ces quelques joutes médiévales motorisées et cette volonté d'accéder à la reconnaissance, soit par le pouvoir, soit par la richesse. Le traitement que réserve Romero à son film laisse exprimer un certain spleen, à travers l'analyse d'une communauté utopiste fonçant droit dans le mur. Bref, pour moi, il s'agit d'une œuvre à la fois contestataire et poétique, qui gagne à être connue. Ah ok les gars, je savais que je pouvais compter sur vous. Hein. Merci. Hein. Vous pouvez vous en resservir une autre. Hein. C'est cadeau. Allez, c'est parti. Que retenir du métrage ? Et si vous aviez trouvé l'intro longagne, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Bon mais avant toute chose, Knight Riders est une expérience. Sans déconner, vous n'avez jamais vu un film pareil. Et vous n'en verrez jamais plus. C'est une œuvre cinématographique unique, car Knight Riders n'est pas un film. Bon, en fait si, c'en est indéniablement un. Ce que je signifiais par là, c'est que la bobine est un inclassable. Je sais bien que le terme ovni est quelque peu galvaudé, mais je crois bien que le métrage en est véritablement un. De plus, l'on entend parler du film comme étant l'œuvre la plus personnelle de son auteur, blablabla, mais à mon sens, et ça n'engage que moi, Knight Riders n'est pas une mouture de son réalisateur, mais bien le réalisateur lui-même.
Knight Riders, c'est Romero. Il survient dans le métrage la quasi-totalité de ce que fait l'essence du bonhomme. Ce que l'on mate en regardant le film, c'est ce qu'il se passait entre les deux esgourdes de ce dernier, à savoir du n'importe nawak, des personnages littéralement hauts en couleur, de l'ode à l'aventure et de l'expression de son soi intérieur, un soupçon de violence bien sûr, la critique d'un système déshumanisant et à l'inverse de la notion de liberté qui est prônée, et surtout un amour profond et sincère pour son prochain, qu'il soit blanc, noir, rouge ou bien toute autre nuance, ou bien encore disgracieux, gai et se foutant allègrement d'une quelconque hiérarchie entre les sexes. L'égalité la plus totale entre les êtres humains. De l'humanisme à en faire pousser à rebours la lourde barbe de Jaurès. On pourrait même croire que Romero était un de ces militants peace and love restés cloîtrés entre deux spliffs de weed. Mais il n'en était rien. Le gars aux lunettes emblématiques n'avait pas participé activement en contestation. Et pourtant, les événements propres au mouvement hippie sont demeurés gravés en lui comme s'il en était resté le porte-étendard bien des décennies après. Alors que le gars ne l'avait jamais calculé, ce mouvement-là. Faut dire que Romero était le genre de gamin, fils de bonne famille catholique, qui était friand de comics horrifiques du genre Le Conte de la Crypte, kiffant le gore donc, et se faisant latter le cul par tante Jules lors des repas sains de famille, parce qu'il ne comprenait pas l'intérêt de croire à un dieu, et qu'il préférait plutôt croire en l'existence des extraterrestres, quitte à souhaiter ardemment leur venue sur Terre parce qu'il croyait que leur arrivée allait unifier ces abrutis d'humains. Bref, George Alexander Romero est en réalité un bon gros geek. Et Knight Riders, quoi qu'on en dise, est un film de geek. Mine de rien, on suit pendant plus de 2h27 les pérégrinations d'une bande de marginaux en plein jeu de rôle grandeur nature. Et faut être également honnête, lorsqu'on débarque de Zombie, qui a fait un carton monumental au cinéma, on ne s'attend absolument pas, mais alors absolument pas, de mater une bande de branleurs agitant leur masse à tout va et en pleine crise existentielle. Donc voilà, au premier visionnage, on est extrêmement déçu. Au second, par contre, une fois qu'on sait à quoi s'attendre, la douille passe mieux. Et au troisième visionnage, pour préparer un épisode de podcast par exemple, on le trouve franchement excellent. Finalement, c'est peut-être même le meilleur film du maître. Je veux simplement dire que le film n'est pas très accessible de prime abord et qu'il ne se laisse pas apprivoiser facilement. Mais franchement, cela vaut le coup de lui laisser une chance, au moins une fois, pour vivre cette étrange expérience. Chose que les spectateurs n'ont pas capté car le film s'est bien évidemment planté au box-office. Alors est-ce que c'est grave ? Non. Car Romero avait su s'entourer et négocier avec un producteur pas trop con. Ils avaient signé tous deux un contrat de 3 films. À savoir Creepshow, qui a putain de bien marché avec au scénario un certain Stephen King, comme quoi tout est lié dans cette émission. Salut, je m'appelle Stephen King. Il y avait aussi Leslie Nielsen, dans un rôle à contre-courant sans mauvais jeu de mots. Ça vaut le coup. Et puis un certain Jour des Morts Vivants, 3e film de la saga zombiesque et qui fut un succès. Donc pour Knight Riders, Romero, fort de ses réussites, avait les coups des franches pour faire un métrage en totale liberté. Et ce point-là est très important car oui, ce métrage est également un des rares films des années 80 à être totalement libre, là où l'industrie cinématographique a été entièrement phagocytée par les gros studios hollywoodiens. En fait, le métrage est le dernier considéré comme étant indépendant sur le territoire états-unien. Une œuvre totale du 7e art, de la création pure, une vision d'auteur et dénuée de volonté pécuniaire. Et ça, c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Réflexion faite, c'est quand même curieux de cataloguer l'étiquette art sur le front d'un gars, surtout connu du grand public pour être le père des zombies modernes. Un homme d'horreur. D'autant plus que l'on sait pertinemment que le genre chocotte est très déprécié par l'intelligentsia cinématographique. Je veux dire qu'il a quand même eu droit à une rétrospective complète à la Cinémathèque française. C'est pour dire. Alors, qui était vraiment le bonhomme et qu'en déduire sur le film en question ? Bon mais déjà, Romero avait dès le début de sa carrière l'envie de faire des films dits nobles, des romances même, voire même une d'entre elles se déroulant au temps moyenâgeux. Bizarrement, on lui a jamais filé les bifetons pour produire une telle merde. Il y a qu'à voir son métrage There is Always Vanilla, une romance donc, qui est vraiment daubé du cul.
Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bon, c'est un film à problème, Romero le reniera quasiment. Enfin, tu vois bien que le type n'était pas fait pour ce genre, et il finira par l'avouer lui-même. N'empêche, il a été un peu maudit quand même, ce bon vieux Georgie. En réalité, dès qu'il fait une incartade en dehors du genre horrifique, voire même du sous-genre zombiesque, le mec se plante grave au box-office. Pourtant, Martin, c'est cool. C'est très long, mais c'est très cool. L'histoire d'un ado, un peu taré, voire même beaucoup, qui est mal dans sa peau et qui se prend pour un vampire. Bon bref. Incident de parcours également, c'est très sympa. Bon, tu vois plus le singe d'Ace Ventura de la même manière après. Et puis parlant de The Crazies, où tu as affaire à une invasion de la population infectée qui court comme des dératés pour te buter façon French tacos, de viande, cordon bleu et tenders, la vie quoi. Supplément sauce fromagère dégoulinante et gratiné bacon fromage, le tout ressemblant à une gerbe post-indigestionnelle. Petite précision, le genre de film d'infecté est souvent en opposition avec celui des zombies. L'un marche, l'autre court. Voilà. Non mais les puristes se foutent littéralement sur la gueule pour bien scinder les deux genres. Hein. Non mais tu vois, les infectés c'est pas pareil que les zombies. Il court, et un zombie, ça court pas, ça marche. Et puis ça bouffe le cerveau, tu vois. Faut savoir que c'est Romero donc qui a inventé à lui seul les deux sous-genres. Quand j'ai su ça, j'ai arrêté d'être un de ces puristes à la con. Et quant à la mastication avancée de cervelle, ce n'est pas dans un Romero que l'on voit ça pour la première fois, d'ailleurs on ne le verra jamais du tout dans sa saga, mais dans Le Retour des Morts Vivants de 85 réalisé par Dan O'Bannon. Un ancien pote de Georgie avec qui il a bossé sur La Nuit des Morts Vivants, tiens, comme quoi. Danny était le scénariste d'Alien aussi, je pose ça là. Puis les Morts Vivants parlent dans Le Retour des Morts Vivants. Hérésie ? Non, franchement non, on s'en fout en fait, le film est super cool. Bref, l'auteur n'aura donc eu de cesse de revenir inlassablement au genre horrifique et à ses zombies chéris. Puis de temps en temps, faut bien bouffer. Il y aura comme eu une malédiction donc sur ses épaules où tous ses projets auront soit foiré lamentablement, soit jamais pu se concrétiser. Sa vie n'aura donc été que déception et frustration de moult projets avortés. Et ses poteaux, non aussi prestigieux que Stephen King ou bien John Carpenter, n'auront rien changé au schmilblick. Putain mais même pour sa pièce maîtresse La Nuit des Morts Vivants, il a joué de pas de chance. Car le succès cosmique du métrage ne lui a rapporté que dalle. Une histoire de distributeur débile et de copyright à la con. Faut dire que lorsque tu déposes tes droits de propriété intellectuelle sur un titre précis que voici, Night of the Flesh Eaters, pour la nuit des bouffeurs de chair, et que ton dirlo teubé distribue le métrage sous un autre nom sans mettre à jour le copyright, ton film, aussi successful soit-il, tombe direct dans le domaine public et tu t'assois à jamais sur les retombées économiques. Adieu les millions et bonjour le galérien à vie. Obligé de faire des scénarios pour vivre et en chiant des ronds de caisse pour dégoter quelques billets pour essayer de monter son film suivant en étant le plus indépendant possible. Car oui, il faut être honnête jusqu'au bout, George est toujours resté fidèle à lui-même en envoyant se faire foutre les gros studios hollywoodiens qui ont raflé tout le monopole ciné. Et ça, respect, même si ça fait chier, et même si la galère il a un peu voulu aussi. On est passé malgré tout à côté de quelques projets fous, comme son adaptation de Dracula de Bram Stoker en ayant la volonté d'être fidèle à l'œuvre originale, pas comme Coppola, tout en réfléchissant au moyen de transcrire le format épistolaire du bouquin sur une durée de 8 heures. Oh, pinaise! C'est comme le Dune de Jodorowsky où Orson Welles, Mick Jaggermeister, Alain Delon et Charlotte Rampling devaient avoir les rôles principaux. Amanda Lear aussi, et Salvatore Dali. On a un peu envie de mater ça en fait. Jambon. Pour terminer l'anecdote sur Dracula, le projet ne s'est jamais fait car le responsable d'un gros studio de télévision ne savait pas ce qu'était l'œuvre originale. Il a envoyé se faire foutre Romero en comprenant que ça allait être un film d'époque, en costume, donc une dépense inutile de pognon. George a donc totalement été ignoré et le bonhomme a été relégué sur les bancs de touche de l'industrie alors que son œuvre est une putain de pierre angulaire du cinéma moderne, du cinéma tout court, que dis-je, de la pop culture dans sa globalité. Je taquinais un peu Télérama tout à l'heure, et franchement à raison, mais je rappelle que ce fut toute la presse spécialisée et les grands noms du milieu qui lui ont rendu hommage à sa mort.
même dans les journaux télévisés. Alors c'était plus que mérité, hein, mais putain de bordel de cul à merde, c'est du grand foutage de ganache. C'est durant son vivant qu'il fallait le cérébrer et lui filer du pognon, hein. Putain d'hypocrite. Eh, dis donc, quand est-ce que tu vas enfin causer du film, là? Tu baves, mec, tu t'égares, oh, tu fais chier. Ok, je vais enfin causer du film maintenant en détail, mais je ne pouvais décemment pas aborder comme ça, sans contexte, le cas de George Romero. C'est un gros morceau, le type. Et je voulais aussi lui rendre un peu hommage à mon niveau. Et j'aime bien le mot hommage, car Knight Riders est aussi un hommage. Voire même un film testament avant l'heure, quand on retrouve dans le métrage toutes les marottes de son auteur. Un idéaliste fou, un conteur de talent qui décrit son idéal, son utopie avec toutes ses dérives et ses limites liées étrangement à son caractère psychorigide. Pour cela que j'ai avancé l'idée que Knight Riders est un décalque de son soi intérieur. Je veux dire que dans le film, le roi Arthur est Romero, Merlin l'Enchanteur est Romero, et Morgane est Romero encore. Le réal, certainement sans le vouloir, nous expose chacun de ces versants qui composent sa psyché. Le tout enrobé d'un métrage somme, un bilan de ses centres d'intérêt et surtout un bilan à l'instant T de la culture américaine, avec tout ce qu'elle compte de noble, de fou et de franchement dégueulasse. C'est un film profondément triste, malgré tous les moments d'amusement, de joie, de drame et de cascade fandarde. Un film sur la fin d'un rêve, où Romero s'interroge sur une question simple et profondément humaniste. Question que voici, et je le cite. Pourquoi ne pouvons-nous pas, simplement, nous, êtres humains, être capables de vivre ensemble? Et cette question est centrale dans l'œuvre de Romero. Quand même quoi. Allez. Le premier acteur noir à être le personnage principal dans un film réalisé par des blancs, c'est bien La Nuit des Morts Vivants. Et est-ce que c'était un coup marketing cynique et dégueulasse? Non, Romero lui-même a choisi Dwayne Jones dans le rôle de Ben parce qu'il était le meilleur acteur lors des auditions. Oh ça tombe bien alors. Voilà, c'est tout. Et Knight Riders suit la mouvance progressiste avant l'heure. Déjà le casting est hétéroclite, hein. On y voit de la couleur façon United Color of Benetton, où les différentes ethnies ont des rôles d'égale importance. Bon, mais Merlin est black, le forgeron sans qui la troupe fermerait boutique l'est aussi. La clé de l'intrigue est résolue par un natif américain. Merde, même les femmes ne sont pas ignorées. Dans un film des années 80, l'une des plus sexistes. L'ersatz de Guenièvre tient la baraque et baise qui elle veut sans qu'on ne la traite de salope. Le plus balasse des chevaliers est une chevalière qui botte des culs à en faire bomber le verre. La mécanicienne. Je rappelle qu'en plus du forgeron, sans elle, plus de troupes. C'est d'ailleurs la seule qui a la tête sur les épaules. Et c'est une mécano. Une gueuse qui plus est, et son mec, c'est un chevalier, un noble. Et en sus, l'un des plus influents. Dans leur utopie, les Riders ont brisé les règles de hiérarchie sociale et se sont inventés les leurs dans la liberté la plus totale. On nous présente même des couples gays sans qu'on ne nous l'enrobasse pour nous faire passer la pilule, dans la normalité la plus totale. Salut Star Trek Beyond de passage, hein. Bon gros doigt. Espace, frontière de l'infini. On se demande même si ces chevaliers de la route ne mènent pas finalement une croisade contre le dragon capitalisme. Comme un bilan ultime des mouvements contestataires lorsque personne n'en voulait à l'arrivée de Reagan au pouvoir, après le bordel posé par Nixon. Ce serait donc Romero lui-même qui partirait en croisade, en nous offrant son film comme porteur d'un message d'espoir malgré la tristesse de l'époque. Une confrontation du monde moderne contre le monde moyenâgeux, plus en accord avec la nature et la magie d'un monde que l'on a définitivement coupé durant les 80s. C'est rigolo car la même année est sorti Excalibur de John Boorman, un blockbuster intenselant qui a tout pété et qui, malgré son côté grand spectacle, porte le même message en filigrane. Ce serait lié avec la menace atomique, ça? Et causons-en, pas facile à dire, de l'univers arthurien, pas qu'il n'est pas anodin. Bon, déjà, Romero pensait que d'étaler cet univers et ses références ramènerait les fans du genre en salle. Bon ben non, voilà. Mais de prime abord, il a choisi comme source d'inspiration une vraie troupe de saltimbanques qui vivotait en faisant des spectacles médiévaux. Ce n'est que lorsque son producteur lui a dit qu'il financerait son projet sous la condition qu'il devait troquer les dadas contre des motos.
Et lorsqu'il a réfléchi sur le scénario à partir de cette idée, Georgie a eu l'illumination comme touché par la fée du lac. Il en est devenu presque obsédé par son histoire et que toutes les analyses et réflexions effectuées sur le métrage n'étaient pas conscientes par l'auteur lui-même. Parce qu'Arthur Minus, le marchand d'amphores, est bien plus subtil qu'il n'y paraît dans l'inconscient collectif américain. Vous voyez JFK ? Pas le film d'Oliver Stone avec Kevin, mais le vrai, je veux dire. Le président rouquin qui s'est fait sauter le caisson lors d'une parade à Dallas. L'origine, que dis-je, la reine alien des théories du complot et des fake news. You are fake news. Il a gagné les élections après une interview d'où est parti son surnom de campagne, King Arthur. Donc l'imagerie médiévale liée au mythe arthurien résonne dans l'inconscient collectif états-unien comme autant de symboles liés au progressisme avec un grand P. Comme quoi. Et puis, quid de la table ronde ? C'est pourquoi faire à l'origine ? Pour mettre au même niveau les chevaliers pétés de thunes et influents avec les bouseux. Tout ce petit monde au même niveau que le roi lui-même donc. L'une des premières utopies de l'histoire de l'imaginaire collectif humain. Vous êtes autour de la table ronde. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire. Ces réunions sont sacrées, bon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Par conséquent, l'imagerie arthurienne n'est pas anodine sur toutes les réflexions du maître. Et justement, insistons, voulez-vous, sur cette histoire d'imagerie. Quoi de plus anti-modernité que de repartir au Moyen-Âge ? Alors on va tout de suite clarifier les choses. Non, le Moyen-Âge n'est pas une période de beausitude absolue. Déjà, c'est une période qui s'étale sur plus de 1000 ans, n'en déplaise au tonton d'Odolphe, mais la plus grande vaste blague de l'histoire, c'est de nous avoir fait croire que c'était une période obscure et sombre tout du long, où on a reculé niveau avancée sociale et culturelle. Ce sont les penseurs de la Renaissance qui ont sciemment propagé ces idées pour faire accepter les leurs, comme l'établissement et l'hégémonie des banques. Oui, ça a commencé là le bordel. Au Moyen-Âge, par exemple, les femmes, hors noblesse, étaient égales aux hommes pour assurer les différentes tâches. Oui, il y avait des femmes forgerons, par exemple. Ce sont les élites qui étaient des Et puis les relations avec la nature aussi. Préserver son environnement, etc. faisait partie des mœurs. Il y avait un lien spirituel avec cette dernière. C'est quand même rigolo comme ça a changé avec la modernité de l'homme contemporain qui fait fi de ce lien pour son dieu pognon et que malgré tout l'imagerie moyenâgeuse soit encore bien ancrée de nos jours. À savoir la noblesse d'âme et la nature comme ultime refuge contre les crises et pour l'époque des années 80, la terreur d'un holocauste nucléaire. Avant de conclure sur cette histoire d'imagerie, parce que j'ai pas terminé, je ne peux omettre l'expression d'une autre figure mythique, celle propre à la mythologie états-unienne. Je veux parler de celle du cow-boy. Cette silhouette particulière qui est le premier vrai mythe du pays de Donald, au-delà même de celui du pionnier. Ce chevalier, au fier destrier et au revolver brillant au soleil lorsqu'il le brandit tel une épée. Bon mais je crois bien que tout est lié. Ces errants solitaires qui chevauchent la pampa en communion avec la nature. Qui n'a pas vu Danse avec les loups ? Avec le temps, cette figure du lonesome cowboy a troqué son animal équidé contre des motos. Bah oui, l'iconisation du biker découle de celle du garçon vache qui découle lui-même du chevalier en armure. Tout est putain de lié, je vous dis. Le motard est à l'origine le symbole ultime de la contre-culture contestataire des années 60-70, surtout depuis le non moins mythique Easy Rider de Dennis Hopper sorti en 69. Des bikers nomades qui refusent tout foyer, toute possession et en lutte contre l'établissement anti-libertarien, contre la family way of life. J'en tiens pour preuve dans Night Riders le cas de la jeune femme qui fuit son domicile familial et notamment son père débile alcoolique et auquel on se foutait gentiment de sa gueule jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'au moment de partir avec l'un des chevaliers motards de la troupe, que la gamine va dire au revoir à une mère, battue par l'autre enfluent. Elle est belle la figure patriarcale sus-religieuse et censée protéger et servir de modèle au foyer, hein De plus, en quittant la zone du cadre où elle était rencardée à l'image, la mère, au visage tuméfié, révèle la présence d'un crucifix mural qu'elle cachait. Je résume simplement. 1. Le visage de la mère en larmes, qu'on pensait triste de voir partir sa fille. 2. Cette homme qui tourne le visage pour révéler ses blessures, change d'ambiance. Et 3. Elle se lève et quitte le cadre pour révéler le symbole ultime de cet establishment. J'applaudis à la fois la simplicité, l'efficacité
et la maîtrise de Romero pour nous en dire beaucoup par la simple expression de ces images. En y repensant, il y a quand même beaucoup à dire pour un film chopé au pif avec une anecdote perso et une affiche réalisée par un illustrateur de fantasy, spécifiquement obscure et faisant penser à celle de Rollerball de Norman Jewison. Un visuel pour le vendre au mieux en fait. Je peux comprendre qu'ils aient essayé de nous empapaouter avec cet attrait. Comment vendre un film pareil ? On peut pas. Et donc l'échec du métrage est plutôt légitime, tout comme l'envie de se barrer en éjectant la galette de son lecteur. Allez, pour finir et pour vous récompenser d'avoir tenu jusque-là, je vais vous conter 2-3 trivia marrants sur le film. La première info qui est rigolote, faut le dire, c'est que le film est tourné principalement en extérieur. Et dans le microcosme ciné, il y a une règle élémentaire qui est la suivante. Si tu tournes en extérieur, prépare-toi à ouvrir ton postérieur. Et si c'est en mer, ça n'a pas manqué. Au moment du tournage, il y a eu un temps de merde, mais alors un gigatant d'enfoirés. Ce fut au-delà de la vache qui pisse, mais il y a eu l'intégralité des troupeaux de bisons quasiment éradiqués pour y mettre les fameuses vaches à la plage qui leur ont chié dessus. Tempête plus mini-tornades qui ont dévasté plusieurs fois le décor. Heureusement que Romero avait comme équipe sa famille du cinéma, comme on dit, pour tout retaper à la reconstruction. Même les acteurs s'y sont mis. Certaines scènes comme les veillées au feu de camp et à la belle étoile sont filmées dans des hangars. Et même là, ces hangars ont fini par être inondés. Moins rigolo cette fois-ci, les nombreux figurants présents dans la bobine ne sont pas des acteurs, mais des locaux, des rednecks. Et nous savons également dans cette émission que lorsque l'on engage des bouseux dans les productions, on sait déjà que ça va être le bordel. Dans Knight Rider, ces figurants s'y croyaient vraiment en tant que spectateurs de joutes motorisées. Ça se passait vraiment devant eux en fait. Ils se permettaient de foutre le sbull durant les prises, de picoler bien évidemment, et de vouloir péter la gueule aux acteurs noirs pour une raison étrangement claire. Le racisme. Les habitants des villages que l'on découvre dans les films, ce sont des vrais, ne voulaient même pas laisser entrer les deux acteurs dans leur bourgade. Bande de connards. Désolé, ça m'a échappé, mais voilà quoi. Putain. Puisqu'on évoque les noirs, les cascades à moto ne sont pas du chiquet. Quoi ? Quel est le rapport avec la couleur de peau susmentionnée de manière peu subtile ? Aucun, je manquais de transition en fait. Donc les cascades à moto ont été réalisées par certains des acteurs du film qui sont aussi cascadeurs. Franchement, les scènes de baston sont vraiment sympas. Certes très longues, mais quand un des gonzes se viande sur sa bécane, ça plaisante pas. Les techs, spécialisés dans les effets pratiques, ont utilisé une vieille astuce héritée du western. Elle consiste à nouer la roue avant des motocycles avec un tas de cordes enroulées. La moto roule à balle, en tirant cette corde jusqu'à la dérouler complètement. Autant dire qu'une fois tendue, cette dernière ne va pas être traînée. Elle est attachée solidement, je le répète. Imaginez ce que ça donne. Le vol, puis le plat monumental que se mange le bonhomme à l'écran. Certains ont même été blessés. Y a pas de roue avant sur un équidé ? Comme je l'ai dit plus tôt, Merlin est noir dans le film. Putain mais il revient encore Litos sur les noirs. Non mais écoutez jusqu'au bout en fait. C'était une volonté de Romero que le mystique soit un afro-américain. Imprimé sur la bobine, il est incarné par un conteur d'histoires itinérant fan de Shakespeare. Mais à l'origine, Georgie voulait embaucher un type inconnu à l'époque. Et comment citer cet acteur-là sans dire son nom et en balançant un extrait sans équivoque ? Oh, je sais. Je suis Azim ibn Bashir al-Bakri. Je ne suis pas des vôtres, mais je me bats aux côtés de Robin des Bois et contre un tyran qui vous opprime. Si vous voulez reprendre votre liberté, il faut vous battre. Alors soyez des nôtres, avec Robin de Locksley. Morgan Freeman était pressenti pour incarner Merlin en tant que premier grand rôle au cinéma. Sauf que Freeman, lors des auditions, ne s'est pointé que pour dire à Romero d'aller se faire cuire le cul. Pour la simple et bonne raison que dans le script qui a été donné à Morgan, il était spécifié homme noir pour incarner le personnage. Romero racontera l'anecdote en précisant que s'il ne l'avait pas fait, mais jamais on lui aurait amené des acteurs afro-américains lors des auditions. Et lui, il en voulait spécifiquement pour animer un des personnages les plus importants de l'histoire. Et je le rappelle encore une fois, Merlin est une part de la personnalité de l'auteur. Et comment ne pas citer Ed Harris, l'acteur principal dont c'est également un de ses tout premiers rôles au cinéma.
Et il est, le gars, tout simplement magnétique à l'écran. Et tu sens qu'il a été habité par son personnage. En tant que vrai forcené, le type a été capable de refaire une prise plus de 60 fois parce qu'il n'arrivait pas à donner l'expression aux émotions qu'il imaginait pour son personnage lors du plan final du métrage. À moto et de rage, il en a même défoncé le réservoir de sa pétrolette à coups de poing. Et pour ceux qui ne se remettent pas qui est l'acteur, j'ai déjà cité Abyss de James Cameron, il y a aussi The Truman Show de Peter Weir, et également la série Westworld. Pour conclure, sérieusement, il y a vraiment des gens qui m'ont oui jusqu'au bout. Bref, donc pour conclure, Knight Riders n'est pas un film facile. C'est une anomalie pelliculée dont il serait ma foi plutôt conseillé de mater pour tout cinéphile qui se respecte. Ou pas, pourquoi est-ce que c'est toujours de l'élitisme à la con ? Donc il serait donc conseillé pour tous ceux que ça intéresse de mater le métrage afin de vivre sa propre expérience sur ce machin embobiné. Personnellement, il m'aura fallu 2,5 visionnages pour me laisser conquérir par la passion, l'amour et toute la bienveillance un peu naïve, un peu mélancolique de son auteur qui, je le rappelle, a amorcé et développé le genre horrifique le plus étendu de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, Romero rend grâce aux supports physiques que sont les DVD, et les autres aussi supports, mais dans l'interview de l'époque, c'était le support phare. En précisant que la distribution de ces galettes ont permis de préserver de l'oubli beaucoup de métrages, un outil donc nécessaire à la sauvegarde de la culture avec un grand cul poilu du cinéma. Et j'aime ça beaucoup, ça justifie mes nombreuses dépenses. Pardon. Faudrait que j'y repense à cette collab avec OCD. Ah, dans l'oreillette que je n'ai pas, on me dit que ce n'est pas le zombie ni même l'horreur le genre le plus exploité du cinéma. Et c'est lequel alors ? Oh putain, sans déconner vraiment ? Bah c'est le western, avec plus de 5000 longs métrages estimés. Mais causer de ce genre sera peut-être pour une autre pastille. En attendant... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ta gueule.